Ban le GOAT, les périls pulvérisés en un instant, Lancelot le meurtrier prophétique, le roi du chaos humilié par Méliodas, la véritable nature du contre-coup du destin, et les péchés capitaux bridés par ceux qu'ils protègent. Oui les amis, ces chapitres sont intenses, très intenses, et croyez-moi, vous ne voulez absolument pas manquer cette vidéo ou review. Alors yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la review complète des chapitres 222 et 223 des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le roi éternel contre les 7 péchés capitaux et ceux que je dois protéger. 2 chapitres lourds, décisifs et surtout ce qu'on attendait tous depuis longtemps est enfin là. La bagarre, la vraie. Ainsi on va analyser ensemble le début réel des hostilités entre les péchés capitaux et le roi éternel. La soi-disant faiblesse de Méliodas et ce qu'elle signifie réellement. L'humiliation claire et nette du roi du chaos. La rencontre prophétique entre Ban et Guenièvre. La véritable nature du contre-coup du destin et qui le perd réellement. La raison probable derrière la mort de Ban. Et surtout, Ban montrant pourquoi il est aujourd'hui au-dessus de tout le monde à l'heure actuelle, physiquement parlant. Sans oublier tous les détails clés, les incohérences apparentes et les indices laissés par Nakaba qui pourraient bien annoncer un tournant majeur pour la suite du récit. Comme d'hab, installez-vous confortablement et partons ensemble analyser chaque détail de ces chapitres complètement historiques. C'était incroyable. Si avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! Alors déjà, on commence avec une page cover qui pose une ambiance assez lourde de nostalgie. On y voit Arthur et Méliodas dans le passé, bien avant ce changement radical et cette cassure entre eux. Et franchement, pour moi, c'est parfaitement logique ici vu la tournure des événements. Mais bien sûr, le chapitre démarre véritablement avec un Arthur remettant sur la table ses dires du chapitre précédent. On le voit littéralement dégainer son épée tout en semblant régénérer les périls comme si de rien n'était. Ou alors, et c'est tout aussi inquiétant, ce sont les périls eux-mêmes qui se régénèrent entièrement grâce au chaos qui coule en eux. Mais dans les deux cas, ça témoigne de la dangerosité absolue de cette puissance. Le chaos ne fait clairement pas dans la dentelle. Il régénère littéralement jusqu'aux armures. Là, on est bien au-delà d'une régénération classique. Ce fait vient confirmer ainsi pour tous les dires de Merlin qui plaçait le chaos au-dessus de la vie et de la mort. Parce que bon, soigner encore, c'est une chose. Mais réparer l'acier par de la simple volonté, non. Là c'est juste trop. On est clairement au-dessus des lois normales de la vie. Évidemment, Méliodas ne perd pas une seconde et met directement tout le monde en garde face à la menace que représentent les périls Hécate. De son côté, Ban reste pensif. Il se remémore brièvement sa rencontre avec Ironside, tout en se demandant ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et pour mettre fin à tout ce blabla inutile, Kat fonce droit sur les péchés capitaux. Il ordonne bien sûr à ses hommes non seulement d'éliminer les péchés capitaux, mais aussi tous les citoyens qui ont osé les trahir. La bataille est lancée, les péchés se dispersent à leur tour pour engager le combat chacun de leur côté. De son côté, Méliodas fonce directement sur Kat. Il parvient même à prendre l'avantage brièvement et en profite pour le cuisiner. Il veut savoir qui est-il en réalité. Comme d'habitude, Kat feint l'ignorance. Mais Méliodas ne lâche pas l'affaire. Prenant un peu plus l'ascendant, il lui rappelle brutalement qui était le Arthur qu'il a autrefois connu. Un jeune homme qui aimait son peuple avec une naïveté pure. Quelqu'un qui n'aurait jamais pu se retourner contre les siens. Ce Arthur-là ne se serait jamais proclamé roi par pure arrogance et égoïsme, contrairement à celui qu'il a aujourd'hui face à lui. Bien sûr, la réponse ne se fait pas attendre. Reprenant l'avantage, Kat lui retorque que c'est lui, Méliodas, qui a changé. Non, pour lui, tout en lui assénant un coup absolument inouï, Méliodas est devenu beaucoup trop faible. La puissance du coup est telle que Méliodas s'écrase violemment au sol. Du côté des civils, c'est la stupéfaction totale. Personne n'arrive à y croire. Ce roi qu'ils admiraient, qu'ils glorifiaient presque comme un dieu vivant, est littéralement en train d'essayer de les massacrer. Au même moment, le sort de Gareth prend fin. Les fantômes qu'il avait fait apparaître s'évaporent. Et là, c'est le vide total. Les citoyens ne savent plus quoi faire, car tout ce en quoi ils croyaient n'était que mensonges et illusions. Ils n'ont plus de repères. Plus personne à qui se fier. Ils sont dans le déni complet. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'une voix s'élève. Une voix qui leur annonce qu'il est enfin temps pour eux de juger par eux-mêmes
le vrai du faux. Et cette voix, c'est Guenièvre. Elle leur fait remarquer une chose qu'ils ont du mal à accepter. Celui en qui ils croyaient les a trompés, manipulés et essaient même aujourd'hui de leur faire du mal. À l'inverse, ceux qu'ils ont traités de pécheurs, qu'ils ont insultés de toutes les façons possibles, sont les seuls qui se battent corps et âme pour les protéger. Et on a une représentation très claire de ça juste sous nos yeux, avec Diane faisant littéralement barrage de son propre corps pour protéger la population d'une attaque de Pelgard. King lui est aux prises avec Worldan. De son côté, Gowser, bon perso je vois pas trop qui il combat actuellement ou pourrait même combattre dans cette bataille, donc bon lui je sais pas. Et enfin, on a Ban clairement occupé avec Bertholep. Mais attention, il faut bien comprendre une chose, ces affrontements en apparence n'en sont pas vraiment, car les péchés ne cherchent pas à attaquer, ils sont constamment sur la défensive, et même pas pour eux-mêmes, mais uniquement pour la population. Ils prennent les coups à cause de la population en mode. Donc oui, les périls résistent certes, mais c'est surtout parce que ce sont eux qui traquent et non l'inverse. À ce stade, on ne peut pas encore affirmer si les périls ont réellement le niveau pour tenir tête aux Seven Deadly Sins en combat singulier. Donc bon, je reste sceptique. Et donc en voyant tout ça de leurs propres yeux, les citoyens commencent à se maudire eux-mêmes. Ils réalisent qu'ils ont trahi ceux qui les protégeaient et les protègent encore aujourd'hui, en ayant bêtement cru qu'un paradis éternel pouvait réellement exister. C'était bel et bien trop beau pour être vrai, et pourtant ils y ont tous cru. Du côté du combat Meliodas-Kat, Meliodas se relève et retire son manteau. De son côté, Kat, faisant apparaître une sorte de patte difforme grâce à son bras chaotique, en profite pour piquer Meliodas là où ça fait mal. Il lui rappelle ce qu'il était dans le passé, l'ancien chef des 10 commandements, le prince du royaume démoniaque, celui que toutes les races craignaient par-dessus tout. Et aujourd'hui, selon Kat, Meliodas n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a une tendre femme, un fils adorable et même le royaume de Lyonesse à protéger. Pour Kat, tout ça, ce sont autant de chaînes qui restreignent Meliodas, le rendant bien plus faible que le démon impitoyable qu'il était jadis. Et pour joindre le geste à la parole, Kat tranche littéralement la tour de Lyonesse, forçant Meliodas à foncer immédiatement pour protéger sa femme, son beau-père et compagnie, ce qu'il réussit à faire sans aucune difficulté. Mais pour Kat, c'est la preuve ultime de sa théorie. Une chose aussi futile que la sécurité de ses proches suffit à brider Meliodas en plein milieu d'une guerre. Bien sûr, avant d'aller plus loin, revenons sur un point essentiel, car oui, j'ai vu pas mal de gens critiquer Elisabeth en disant qu'elle aurait très bien pu se protéger toute seule pendant cette scène. Et à ça, je me pose une question assez simple et bête. Est-ce que le château s'est effondré, ou encore est-ce qu'elle s'est blessée avant l'intervention de Meliodas? Bah, en voyant la scène, je ne pense pas. En fait, pour moi, ceux qui critiquent cette dernière enlèvent tout simplement le contexte, parce qu'ici, la scène sert clairement à montrer ce qui bride réellement Meliodas du point de vue de Kat. Et ça fonctionne très bien, vu qu'il se précipite pour aller sauver Elisabeth, même si oui, elle aurait sans aucun doute pu se protéger elle-même. Perso, je pense que des fois, faut pas tout dramatiser les gars, parce que c'est exactement ce que font certains fans ici en fait. Pareil pour ceux qui râlent parce qu'Elisabeth n'est pas au front avec les péchés, c'est juste absurde je pense, car on sait très bien qu'en termes de soins, elle gère extrêmement bien et qu'elle n'a pas besoin d'être sur place en permanence. Et en puissance pure aussi, elle a un très bon niveau. Ellie la sanglante en mode. En fait, si réellement elle n'avait pas un bon niveau en combat, on ne l'aurait probablement jamais laissé protéger Bartra seule. C'est juste parce que son niveau est reconnu par tous qu'elle a ce rôle précis dans la bataille. Et en plus, Meliodas ne laisserait normalement jamais sa femme combattre. En mode, vous êtes sûr que Ban pourrait laisser Elaine combattre en fait, c'est ça le truc. Mais bien évidemment, Elisabeth peut intervenir pour soigner tout le monde quand ce sera nécessaire. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la vision de Guenièvre. Donc bon, perso, les critiques sur Elisabeth ici, je ne les prends pas vraiment au sérieux. Elles sont à la limite de l'absurde, littéralement. Elisabeth reste une Gauthier, donc passons. Et donc, on a Elisabeth qui reconnaît immédiatement la magie démoniaque de Meliodas. Et on voit clairement le perso avec ses mains imprégnées de ses pouvoirs démoniaques pour pouvoir supporter le poids de la tour, ce qui reste sans aucun doute assez étrange me diriez-vous, surtout quand on connaît la force brute juste incroyable de Meliodas en forme de base. Mais bien évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai une explication assez logique à vous donner juste après. Et donc, face aux provocations de Kat sur sa prétendue faiblesse, Meliodas ne flanche pas. Il lui répond simplement que c'est justement parce qu'il a des êtres chers à protéger qu'il est aujourd'hui bien plus fort que le démon impitoyable qu'il était il y a 3000 ans. Évidemment, Kat trouve ses paroles complètement
ridicule au vu de ce qu'il a sous ses yeux. Et il ne se gêne pas une seconde pour l'attaquer par derrière pendant que ce dernier retient la tour, ricanant même et lui demandant comment il peut affirmer de telles choses dans une situation aussi vulnérable. Et c'est là les amis qu'on nous balance la double page la plus incroyable et rigolote du chapitre. Tel un ange vengeur, Meliodas apparaît derrière Kat, le poing serré, et lui fait tout simplement savoir qu'il transformerait chaque goutte de sang en pouvoir pour protéger ceux qui lui sont chers. Et là, il lui envoie une patate juste monumentale en plein visage. Le roi du chaos est littéralement repoussé. Il n'y croit pas, il est totalement pris de court, car juste au-dessus de lui, il voit toujours le Meliodas empêchant la tour de tomber, ce qui le laisse dans une incompréhension totale. Et c'est là que Meliodas active son trésor sacré, Lost Vein. Des clones apparaissent tout autour de Kat, prêts à lui mettre une correction bien comme il faut. Non, franchement, la scène est juste incroyable. Mais comme d'hab, avant d'aller plus loin, je tiens à clarifier un petit détail assez technique ici. Car en fait, le Meliodas qui empêche la tour de tomber est un clone, et celui qui frappe Kat, c'est le vrai. Et pour vous le prouver, il suffit simplement de regarder la différence de puissance flagrante entre les deux en fait. Pour retenir une simple tour, ce Meliodas a littéralement eu besoin de sa magie démoniaque. Et à l'inverse, celui qui fracasse littéralement le visage de Kat le fait sans aucune magie démoniaque. Et on voit clairement l'ampleur du coup, ce qui signifie que ces deux-là n'ont clairement pas la même puissance. Et aussi, petit rappel pour ceux qui auraient oublié, les clones créés par Lost Vein sont ceux subissant une division de puissance. Et le vrai Meliodas conserve la sienne intacte, rien ne bouge de son côté. Les 4 clones autour de Kat, plus celui qui protège la tour, ont chacun un cinquième de la puissance totale de Meliodas. D'où le fait que ce clone-là ait eu besoin de puissance démoniaque pour empêcher la tour de tomber. Mais bien sûr, à cause de leur ressemblance juste flagrante, je ne peux pas vous prouver le vrai et le faux à 100% visuellement, mais de manière factuelle, tout colle. Car on sait très bien que Meliodas se trouvait derrière Kat avant de bondir au secours d'Elisabeth. Il a donc parfaitement eu le temps de se cloner, de cacher sa présence puis d'apparaître derrière Kat pour lui envoyer cette patate monumentale. Et surtout pour se cloner, il a impérativement besoin de son épée. Je ne vois absolument pas à quel moment le Meliodas protégeant la tour aurait pu créer un clone en dessous derrière Kat alors qu'il était occupé à retenir la tour avec ses deux mains littéralement. Il a besoin de son épée en main pour pouvoir activer son trésor sacré en fait. Donc pour moi, et juste pour moi bien évidemment, c'est sûr à 100%, le Meliodas qui protège la tour est un clone, quitte à vous de me croire ou non. Bien sûr, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Ainsi, après cela, on a les périls qui continuent de donner du fil à retordre aux péchés capitaux, pendant que les civils courent un peu partout dans le chaos ambiant. Et c'est là que Guenièvre, totalement impuissante face à la situation, voit un débris foncer droit sur elle. Mais juste avant l'impact, elle est secourue par le renard de l'avarice, Ban, son futur beau-père. Bien sûr, elle est totalement sous le choc et ne peut s'empêcher de l'appeler le père de Lancelot avec un mélange d'excitation et d'étonnement. Fin du chapitre. Et clairement ici, les dés sont jetés. Ban vient de rencontrer celle qui connaît le moment exact de son décès, ce qui n'annonce rien de bon pour le perso. Et donc chapitre pour moi assez incroyable dans l'ensemble parce que oui, si les deux derniers chapitres m'avaient laissé un peu sceptique, ils ne m'avaient pas trop plu en gros, j'ai pas trop aimé le déroulé. Ce chapitre là m'a tout simplement rappelé à l'ordre. Parce qu'avant d'être un lecteur ou un vidéaste si vous voulez, je reste avant tout un homme. Et Nakaba savait très bien quoi faire pour réveiller la flamme en moi les bros. Donc oui, le chapitre était juste incroyable. La bagarre. Le début du combat Meliodas Kat, juste insane. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, ça m'intéresse de zinzin. Personnellement, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'Arthur utilise désormais son bras du chaos de manière délibérée, contrairement à ses apparitions précédentes, car ça rend son style de combat bien plus intéressant parce qu'il n'est véritablement pas juste un simple épéiste. Même si en parallèle, ça confirme de plus en plus mon pressentiment qu'à la base, ce n'était peut-être pas Kat qu'on devait voir, mais bel et bien Arthur manipulé par Kat. Parce que j'ai du mal à croire que le chaos agira encore de manière instinctive maintenant qu'on sait tous que c'est réellement Kat qui est aux commandes. Kat n'est pas le roi du chaos en fait. Ou alors le discours de Kat durant l'arc lyonnaise n'était qu'un leurre et il avait simplement utilisé les monstres du chaos de façon totalement délibérée contre Lancelot. Mais quoi qu'il en soit, la domination de Meliodas sur Kat était assez prévisible étant donné qu'il avait clairement déjà l'avantage lors de leur précédente rencontre et ce sans l'intervention de Tristan. Kat n'a jamais été un combattant particulièrement doué techniquement et je parierais même que son apparence humaine, factice, le handicap plus qu'autre chose. En fait, qu'on le veuille ou non, le vrai problème c'est que Meliodas n'a aucun
moyen définitif de le vaincre, du moins à notre connaissance actuelle. Et enfin, concernant la véritable apparence de Kat, je pense qu'il la révélera très prochainement, probablement avant la défaite supposée des péchés capitaux. Parce que si Meliodas ne devrait pas découvrir la vérité bientôt, il serait alors inutile qu'il s'interroge encore sur l'identité d'Arthur. Surtout quand nous, lecteurs, sommes déjà au courant. Mais ce serait aussi intéressant que les civils, eux, ne sachent toujours rien jusqu'à la fin et que le véritable Arthur soit obligé de regagner leur confiance lorsqu'il apparaîtra enfin pour de vrai. Mais comme d'hab, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de fou. Et aussi, sans tergiverser davantage, passons maintenant à la revue du chapitre 223 pour enfin mettre un terme à cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît jusque là en fait. Alors déjà, en page cover, on comprend assez vite la situation et surtout l'utilité potentielle des autres personnages dans cette bataille. En fait, leur rôle est finalement assez simple. Protéger les habitants des débris provoqués par les combats, exactement comme ce que font déjà les péchés capitaux, à la différence près que ces derniers escortent aussi les habitants pour les conduire vers des zones sûres. Et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, on n'a toujours aucune trace de Diodra dans les parages. Et en me basant uniquement sur tout cela, l'idée de voir apparaître d'autres chevaliers chaotiques me paraît franchement peu envisageable ici. Le rôle des pelotons, Percy et Tristan, et même des chevaliers sacrés de Lyonesse sera très probablement limité à cette mission d'escorte pendant toute la durée de la bataille. Ils ne feront probablement rien de plus. Il est donc fort possible que Kat ne fasse pas apparaître d'autres hommes ici, déjà parce qu'il ne leur a pas vraiment lavé le cerveau et ensuite parce qu'ils sont tout simplement trop faibles, je dirais. Même si j'aurais bien aimé voir Milton Duff et son pouvoir à l'œuvre ici, honnêtement, ça me semble très peu probable. Après, on n'est pas non plus très loin d'un Kat qui, face à l'inefficacité apparente des périls, se mettrait à créer des monstres chaotiques pour l'aider à détruire Lyonesse. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que j'en attends toujours un peu plus de Diodra, parce qu'avec le déroulé actuel des événements, si la boîte qu'il détient servira réellement contre les périls, je ne vois toujours pas pourquoi elle lui aurait été confiée en fait. En fait, l'idée me paraît assez absurde quand on connaît la puissance des deux camps qui s'affrontent actuellement. Donc Nakaba veut me faire croire qu'ils ont laissé Hauser, Balin et compagnie pour que Diodra intervienne dans la bataille avec cette boîte. J'en doute très fortement. Mais bon, connaissant Nakaba, il faut s'attendre à tout, car peut-être que cette boîte n'aura tout simplement aucune importance jusqu'à la fin de la bataille. Je ne serais même pas étonné que ça se passe ainsi. Mais comme d'hab, sait-on jamais. Et donc le chapitre commence véritablement avec une petite discussion entre Ban et Guenièvre. Ban est clairement un peu étonné de voir que Guenièvre connaît Lancelot. Et en voyant la réaction de Guenièvre quand il lui demande quel genre de relation les lie, Ban comprend direct ce qu'il y a ou ce qu'il y aura entre les deux. Et là, fidèle à lui-même, il ne peut s'empêcher d'être fier que son fils ait les mêmes goûts chelous que lui. Non, le perso est fou. Même si vu le contexte, son commentaire reste cohérent avec le personnage, on aurait très clairement pu s'en passer. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Faites-en ce que vous voulez en fait. Après cette petite discussion, Ban décide d'aller prêter main forte à ses compagnons. Et avant de partir, il demande tout simplement à Guenièvre de prendre soin de son fils pour lui, tout en profitant pour faire un petit éloge sur le caractère de Lancelot. Mais Guenièvre, un peu trop enjaillée, lui fait savoir qu'elle n'a absolument pas besoin de toutes ces explications sur Lancelot, parce qu'elle le connaît mieux que quiconque. Pour elle, il est la personne la plus importante de sa vie, maintenant comme dans le futur. Il est le rayon de soleil qui illumine son existence et tout un tas d'autres âneries bien mielleuses. En voyant ça et même le comportement de Guenièvre dans sa globalité, Ban finit par lui demander comment elle pouvait savoir qu'il était le père de Lancelot alors qu'il ne s'était jamais rencontré auparavant. Et c'est là les bros qu'on est enfin transporté dans le flashback du futur que tout le monde attendait. Et oui, Nakaba nous confirme enfin une chose. Celui qui tuera prophétiquement Ban est bel et bien son propre fils Lancelot. L'image est glaciale, on voit littéralement Lancelot devant le corps inerte de son père, le visage en sang, une lance ensanglantée à la main, le trésor sacré de Ban brisé, Ban blessé à la poitrine et Lancelot qui dit simplement père. En fait, c'est précisément grâce à cette vision que Guenièvre a pu déduire que Ban était le père de Lancelot. Sans cela, elle ne l'aurait jamais deviné. Parce que même dans ses visions, elle ne l'a probablement jamais rencontré de face. Elle en a entendu parler par le Lancelot du futur, oui, mais elle ne l'a probablement jamais vu directement. D'où le fait qu'elle repense à cette vision où Lancelot l'appelle père. Cette vision vient aussi confirmer une chose essentielle. Le trésor sacré que Dubs fabriquera ou a déjà fabriqué pour Lancelot sera bel et bien une lance, son arme de prédilection tout simplement. Car que ce soit dans sa version prophétique ou même lorsqu'il était encore enfant, il porte toujours une lance. C'est donc en total accord avec le personnage. J'ai même vu certains penser que
que son trésor sacré pourrait être une épée. Et honnêtement, ça n'aurait pas été incohérent non plus, vu que Lancelot semble être à l'aise avec pratiquement toutes les armes. Mais bon, une lance, ça lui va quand même mieux que n'importe quoi d'autre. Lancelot. Vous voyez le jeu de mots, c'était déjà écrit en fait. Et pour ceux qui doutent encore que ce soit bien Lancelot qui ait porté ce coup à Ban, les pensées de Guenièvre dans le présent ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Elle se demande littéralement avec effroi pourquoi Lancelot a fait ça à son père, ou simplement pourquoi ça devait arriver par les mains de Lancelot. Elle est surtout complètement perdue parce qu'elle ne sait pas quoi faire, car si elle le dit à Ban maintenant et que ça change le futur, elle devra en payer le prix. Et cette perspective la paralyse de peur. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, parlons justement de ce fameux prix à payer. Parce qu'ici, il semble qu'on ait un peu plus d'informations à ce sujet. Alors déjà, le fait qu'elle refuse de dire quoi que ce soit à Ban sur sa future mort par les mains de Lancelot par peur de défier le destin reste totalement en accord avec tout ce qu'on a vu du personnage jusqu'ici. Mais en même temps, ça me rappelle un truc important. On n'a jamais vraiment eu d'exemple concret de ce que signifie réellement défier le destin. Si on avait au moins eu un flashback d'une première tentative de Guenièvre pour changer l'avenir, on aurait pu avoir un aperçu clair de ce que ça implique vraiment. Et ce point-là de l'intrigue aurait été beaucoup plus convaincant ici. Une autre manière d'obtenir le même résultat aurait été d'expliquer explicitement ce qui a réellement changé et ce qui est resté identique après que Kat ait modifié le destin à son avantage. Et ce à 2 reprises en plus grâce au pouvoir de Guenièvre vers la fin de la première partie de l'œuvre. Les conséquences de ces premières actions avaient pourtant été annoncées après coup et j'espérais vraiment qu'elles se manifesteraient concrètement à un moment donné. Mais comme on l'a vu, Kat semble s'en être très bien sorti à tel point que le fameux prix énorme à payer ne paraît finalement pas si important que ça pour lui. Mais bon, on a quand même appris un peu plus sur cette notion de destin dans ce chapitre, car le fait que Guenièvre dise explicitement que si elle révélait la vérité à Ban et que le destin venait à changer, ce ne serait pas Ban qui devrait payer le prix mais bien elle, Guenièvre, ça en dit très long là-dessus, parce que ça établit quelque chose de très important. Ce n'est pas le changement du futur en lui-même qui détermine qui paie le contre-coup du destin, mais bien le désir de changer l'avenir. Autrement dit, ce n'est pas l'acte qui compte mais l'intention. Si de base à chaque changement tous les acteurs impliqués devaient payer un prix, alors Guenièvre n'aurait jamais pu révéler l'avenir à Kat durant la première partie sans risque. Mais elle a pu le faire parce qu'elle se fichait totalement du résultat. A l'inverse, le fait de révéler la vérité à Ban ici l'affecterait directement parce que cette fois-ci, c'est elle-même Guenièvre qui souhaite que les choses se déroulent différemment. En fait, là, c'est en quelque sorte la conclusion que j'ai personnellement tirée de tout cela. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de fou. Et donc, on continue avec Ban qui remarque que Guenièvre est devenue toute pâle. Il lui demande ce qu'elle a et surtout si elle peut marcher toute seule parce que lui doit retourner prêter main forte à ses compagnons au combat. Guenièvre de son côté continue d'hésiter à lui dire la vérité et au dernier moment, elle se dégonfle complètement car au lieu de ça, elle demande simplement à ce dernier s'il aimait réellement son fils Lancelot. Et là, dans une page franchement très belle, Ban lui répond sans hésiter que pour Lancelot, il serait prêt à donner sa vie sans réfléchir une seule seconde. Non mais j'ai vu des sorciers dans ce manga, mais ce perso est trop fort parce que juste après la vision où Lancelot le tue littéralement, il nous lâche ses mots avec un calme absolument irréel. Et le délire c'est que ce n'est même pas fini les bros. Ainsi, en voyant ses compagnons commencer à être dominés, Ban prend véritablement congé de Guenièvre. Bien sûr, avant de partir, il lui propose de venir visiter sa forêt quand elle le voudra. De son côté, Guenièvre reste seule, en larmes, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit pour sauver son futur beau-père. Elle ne peut que constater à quel point Lancelot est aimé, tout en cherchant à comprendre quelle sera la raison qui le poussera un jour à commettre cet acte. Du côté de Ban qui commence son aura farming, il arrive sur le champ de bataille et fait immédiatement savoir à ses compagnons qu'ils ont clairement pris un sacré coup de mou pendant cette période de paix qu'ils ont vécue. Et bien sûr, pour se défendre un minimum, ces derniers expliquent simplement qu'ils devaient combattre tout en protégeant les civils, ce qui était déjà suffisamment contraignant même pour eux. Et en plus, leurs ennemis possèdent littéralement les pouvoirs du chaos, ce qui les rend pratiquement increvables. Bon, je ne vais pas vous mentir ici, ces commentaires peuvent paraître un peu bêtes ou fouillards pour certains concernant les péchés, mais si on prend le temps de regarder les choses telles quelles, tout a parfaitement du sens. Parce que oui, les péchés étaient vraiment sur la défensive pendant toute cette bataille et c'est pour ça qu'ils n'ont pratiquement infligé aucun dégât au péril. Ils subissaient simplement les attaques pour protéger le peuple de Lyonesse, c'est un fait. Et on l'a bien vu dans le chapitre précédent avec Diane qui mettait littéralement son corps en barrage pour protéger la population des débris balancés par Pellegarde. Et
ce n'est pas comme si les périls n'avaient pas eux-mêmes des attaques assez puissantes capables d'ébranler un minimum les péchés. Donc pour moi, tout cela reste complètement logique dans le contexte de cette bataille. J'ai aussi vu certains critiquer Meliodas en tant que roi, soulignant qu'il a littéralement déclenché une guerre totale contre Camelot sans penser à évacuer la population de Lyonesse ni même son beau-père ou ses proches. Et là, je me demande simplement, vous vous rendez vraiment compte d'avec qui Meliodas pensait déclarer la guerre? Parce que pour lui, c'était Arthur contre qui il déclarait cette guerre. Un Arthur qui, pour lui, n'aurait jamais pu faire de mal aux humains. S'il savait que derrière, ce n'était pas Arthur mais Kat, il aurait sûrement agi différemment. Mais pensant que c'était Arthur, il croyait simplement que les deux camps seraient restreints et que pourquoi pas Arthur pourrait même les téléporter dans une autre dimension pour garantir la sécurité des humains qu'il chérissait tant. Normalement, c'était ça l'idée de base. Il ne pensait pas vraiment affronter Kat ici. Donc quand vous traitez Meliodas de mauvais roi, réfléchissez simplement un tout petit peu, s'il vous plaît. Mis à part cela, revenons maintenant au chapitre. On a donc Ban qui se positionne littéralement seul face au péril, juste pour montrer à ses compagnons comment combattre dans ce contexte. Et bien sûr ici, il a plus de liberté vu que ses compagnons ont littéralement fini de protéger les habitants. Ces derniers ont été escortés d'autre part. Il n'y a pratiquement plus aucun citoyen lorsque Ban se défoule dans cette scène. Ainsi, après une vague de coups démentiels, il bondit dans les airs seul, face aux 4 périls tous prêts à l'attaquer. Et là, d'un coup, il les entasse avec sa chasse au renard, à l'étonnement total de ses compagnons. Mais Ban ne s'arrête pas là. Il annonce qu'il va créer un feu d'artifice en plein jour. Et là, les bros, il se déchaîne littéralement contre eux avec une série de coups juste incroyables, d'une puissance inouïe. Non, le perso est juste fou furieux. Il les explose littéralement en 1000 morceaux, créant ce fameux feu d'artifice sanglant dont il parlait. Personne n'en croit ses yeux. Mais pardonnez-moi, avant que tout ne soit fini, comme attendu, les périls commencent à se régénérer, mais pas de manière normale. Leur magie chaotique s'amplifie encore plus par la même occasion. Et ainsi, après s'être complètement régénérés et ayant pris leur forme chaotique à 100%, ils foncent tous vers Ban pour lui lancer une attaque combinée d'une puissance inouïe. Diane et Gauser crient à Ban de fuir, mais c'est déjà trop tard. Il reçoit l'attaque de plein fouet, à bout portant. La puissance du coup est telle que même Meliodas le remarque de loin, avec Kat de son côté jubilant et soulignant froidement qu'un péché capital vient de périr. De la part de qui? Et bah simplement de la part de son fragment. Déjà ce simple dialogue est assez capital les bros, car si certains ne l'ont pas remarqué, ces simples paroles de sa part nous montrent probablement pourquoi Lancelot avait pu le blesser directement quand il avait attaqué le fragment chaotique des périls. Car ce fragment, c'était bel et bien lui, mais se manifestant à travers le pouvoir qu'il avait conféré au péril. C'est littéralement un morceau de lui en fait. Mais bon, cela représente probablement aussi un potentiel boost de puissance de sa part, au cas où lui et les périls se retrouveraient en grande difficulté. Car dans ce cas-là, il pourrait tout simplement fusionner avec ce fragment. N'hésitez pas à partager vos avis là-dessus bien évidemment. Ainsi, alors que tout le monde retient son souffle, persuadé que Ban vient de succomber, King prend la parole. Dans un calme, il leur rappelle une vérité essentielle. S'ils pensent que Ban est réellement mort, c'est qu'ils ne savent absolument pas à qui ils ont affaire. Car celui qui se tient devant eux, c'est un être qui a sacrifié la vie éternelle par amour, qui a décidé de partir au purgatoire, le pire endroit existant, et y a passé plus de 1000 ans, simplement pour sauver un ami. Un être qui a réussi à résister au roi démon sans brancher, et qui peut s'enorgueillir de posséder aujourd'hui le corps et l'âme les plus puissants de tout le verse. Et là, le perso de manière totalement badass leur fait comprendre qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Et après leur avoir asséné un coup monumental, il lâche la punchline du chapitre. Le seul être au monde capable de le terrasser, c'est son fils bien-aimé Lancelot, personne d'autre. Non mais sérieux, j'ai vu des forceurs, mais là, Ban atteint un niveau de hype juste indescriptible. À ce stade, autant dire directement à Lancelot de venir finir le travail, parce que le perso force trop le truc en fait. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que ça confirme à 100% sa future mort des mains de Lancelot, perso, je ne suis pas trop du même avis, car je vois plutôt cela comme une fausse piste que l'auteur nous met en place, parce que bon, pourquoi mentionner Lancelot ici? Pourquoi dire qu'il mourrait volontiers pour lui? C'est presque comme s'il sentait déjà venir le truc et qu'il commençait à nous préparer petit à petit. Surtout que le titre du prochain chapitre vient doucher tous nos espoirs, le crépuscule des héros. Autant vous dire que ça n'annonce rien de bon pour les Seven Deadly Sins. La tension est à son comble. Alors attention, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable ou des périls, mais il faut qu'on rétablisse une vérité. Car pour ceux qui pensent que Ban a encaissé l'attaque combinée des périls comme s'il s'agissait d'une simple brise et que ça ne lui a pratiquement rien fait, détrompez-vous. Car déjà, cette attaque a réussi à détruire son manteau. On a aussi la réaction de ses compagnons et même de Kat,
pour témoigner de la puissance de l'attaque. Et en plus, on voit très clairement sur l'image qu'il a contracté tous ses muscles pour pouvoir résister à l'impact. Donc non, ce n'est pas un Ban relâché qui aurait pu s'en sortir indemne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cet exploit de Ban n'enlève rien à la puissance des périls. Leur niveau de destruction est juste incroyable. Maintenant, est-ce qu'on peut en dire autant de leur niveau de résistance? Bah, pas du tout. Le problème, ce n'est pas tant leur solidité, mais bel et bien le chaos qui leur permet littéralement de revenir à chaque fois comme des fleurs. C'est ça qui est ultra contraignant. Ils sont pour l'instant totalement increvables. Ouais, le déni ça existe, laissez-moi dedans. Aussi, en revenant sur la vision de Guenièvre concernant la possible mort de Ban, on peut enfin tenter de répondre aux trois grandes questions qui restaient en suspens avant ce chapitre. Ban est-il mort ou seulement blessé? Est-ce le lancier qui l'a blessé ou quelqu'un d'autre? Et ce lancier, est-ce Lancelot ou quelqu'un d'autre? Grâce aux informations qu'on vient d'avoir, on peut probablement répondre à la troisième question de manière concluante. C'est bel et bien Lancelot. En théorie, le faux Lancelot pourrait à la fois lui ressembler et faire référence à Ban comme son père. Mais une telle hypothèse serait trop complexe et nécessiterait davantage plus d'explications. Il est donc beaucoup plus probable que ce soit bien le Lancelot qu'on connaît. Les deux autres questions restent ouvertes, mais la remarque de Ban sur la capacité de son fils à le tuer semble être une préfiguration évidente. Un obstacle majeur à ce scénario, c'est que Lancelot ne souhaite manifestement pas tuer Ban, contrairement à ce qu'on a pu voir avec Méliodas et le roi démon par le passé. Un tel développement serait donc exceptionnellement tragique pour la série. Une option plus probable se trouve dans l'autre commentaire de Ban. Il serait prêt à mourir pour son fils à n'importe quel moment, ce qui suggère un sacrifice volontaire plutôt qu'un meurtre. Un acte héroïque de ce genre reste pratiquement la seule manière réaliste de voir mourir l'un des 7 péchés capitaux. C'est pour ça que je doute que cela se produise ici, car les ennemis actuels ne sont pas suffisamment menaçants vis-à-vis des péchés. Donc justifier le sacrifice de Ban pour protéger Lancelot serait un peu compliqué. Franchement, vous voyez quel péril pouvant mettre Lancelot dans une galère telle que Ban doive se sacrifier pour le sauver. Pour l'instant, aucun. De plus, Nakaba ne semble pas vouloir éliminer les 7 péchés capitaux, du moins si l'on en croit la résurrection d'Escanor. Avec le déroulement actuel des choses, si Kat ne sort pas un nouveau tour de son sac, je vois bien la défaite des péchés se produire par une de ses magouilles. Et ça correspondrait parfaitement à la stratégie adoptée par Camelot jusqu'ici, notamment lorsqu'ils ont tenté d'activer le cercueil des ténèbres éternelles pour se débarrasser de Méliodas, ou quand ils ont affaibli King grâce à la malédiction mortelle de Kibegan, ou même Ban lors de sa première apparition. Ici, la défaite des péchés capitaux serait donc vraisemblablement le fruit d'une ruse, plutôt qu'un combat loyal contre des adversaires plus puissants. Après 2 chapitres où ils ont clairement dominé les forces de Camelot, Kat pourrait très bientôt renverser la situation, et ça pourrait même arriver dans le prochain chapitre vu son titre. Et puis il y a la question de la veste de Ban détruite par l'attaque des périls alors qu'elle apparaît intacte dans la vision que l'on voit dans ce même chapitre. En fait, j'avais déjà évoqué certaines incohérences dans la revue précédente ou dans ce short, notamment le remplacement de l'armure de Kat par ses vêtements habituels, le remplacement d'Excalibur par Carnunhan et l'absence de flamme dans Lyonesse au début de la bataille. À l'époque, je ne savais pas si c'était juste des petites modifications de Nakaba suite à l'évolution de ses plans pendant les 2 années séparant les 2 scènes ou un choix délibéré pour montrer que l'avenir s'éloignait déjà de la prophétie. Mais ce récent développement qu'on vient d'avoir concernant la veste de Ban me fait pencher pour la seconde option, car il est difficile de croire que Nakaba et même son éditeur n'avaient pas remarqué une telle incohérence lors de la réalisation du storyboard, des croquis ou encore de l'ancrage. Les 2 scènes se déroulent littéralement dans le même chapitre. Dans la vision, Ban a encore sa veste et juste à la fin du chapitre, on le voit le perdre face à l'attaque des périls. Nakaba a déjà commis des erreurs de continuité par le passé, comme effacer l'ellipse temporelle d'1 an et demi entre la défaite du roi démon et la naissance des enfants des 7 péchés capitaux. Mais là, modifier un élément aussi important en l'espace d'un demi-chapitre, c'est quasiment impossible. Je suppose donc que ces écarts par rapport à la vision originale sont intentionnels. Le futur est peut-être déjà en train de changer. Tout cela nous emmène ainsi à une question brûlante. Quelle est la réelle cause de ces changements? L'explication qui tourne le plus, c'est que ce serait le prix payé par Kat pour avoir manipulé le futur dans la première partie de l'œuvre. C'est une possibilité certes, mais j'ai des sentiments assez mitigés à ce sujet, car logiquement, le prix que Kat doit payer pour ses actes devrait être lié à leurs conséquences directes. Analysons un peu ça de plus près. Alors, sa première tentative
tentative a entraîné la mort prématurée de Jade, Macduff et Ginny Niche, et elle a permis au héros de découvrir l'existence de la porte du royaume démoniaque grâce à Ioladio. Sa seconde tentative est encore plus intrigante. Dans la vision de base, 4 de ces 6 hommes de main devaient périr, mais après avoir défié le destin, tous les 6 ont survécu, et seul Mortlash, le 7e littéralement absent de la vision initiale, a péri en échange de la mort de Perceval. Résultat des courses, une personne qui aurait dû rester en vie est morte, tandis que 4 autres qui devraient être morts sont toujours vivants. On ignore encore si l'absence temporaire de Perceval a retardé de 2 ans la quête des cavaliers prophétiques, ou s'ils auraient de toute façon consacré ce temps à s'entraîner et explorer Camelot. Il est donc difficile de prédire l'impact exact de cet événement, mais ce qui est sûr néanmoins, c'est que sans l'envoi des démons à Walnac par Cat, les héros auraient mis bien plus de temps à trouver le chemin de Camelot. Ensuite, il y a toutes ces victimes et ces survivants mystérieux dont l'impact reste flou, notamment en ce qui concerne les modifications apportées à l'équipement de Cat. La seule véritable exception, c'est Jade, dont le destin a eu une influence tangible, même si elle est indirecte sur la bataille actuelle. Réfléchissez bien, sa mort a conduit le peloton Tristan à Anfuin, ce qui a incité les autres chevaliers prophétiques à les rechercher et a permis au péril de débloquer leur transformation chaotique, entraînant finalement la destruction de la veste de Ban par l'attaque combinée des périls. Tous les autres événements modifiés et tous les personnages dont le destin a été bouleversé par les manipulations de Cat ont des effets incertains voire inexistants sur le présent. En résumé, la mort de Jade est la seule pièce du puzzle qui semble avoir réellement dévié la trajectoire de l'avenir de manière significative. Cette mort de Jade a également eu un effet domino massif. Elle a permis aux chevaliers prophétiques de recruter Gareth, qui a pu convaincre à l'aide de sa magie les citoyens de Camelot de faire défection. Elle a également déclenché les événements liés à Diodra et sa mystérieuse boîte. En théorie, les 4 membres de l'équipe de Mortlash, sauvés grâce à l'intervention de Cat, pourraient bientôt jouer un rôle clé. Gareth pourrait même invoquer les fantômes de Macduff, Ginny Niche et Mortlash pour tourmenter Cat. On ignore dans quelle mesure les fantômes peuvent utiliser la magie, mais le silence de Macduff ou le contrôle des créatures de Ginny Niche n'exige aucun contact physique. Ces 2 techniques pourraient donc très bien créer une brèche momentanée pour les héros. Ironie du sort, Cat, qui avait minimisé la mort de ses hommes en riant, pourrait voir ces derniers prendre leur revanche depuis l'au-delà. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'idée que Ban pourrait être manipulé par Cat pour forcer Lancelot à le tuer, je reste assez sceptique perso. En effet, Cat n'a même pas réussi à forcer les périls à sacrifier leur humanité. Il a dû les faire chanter pour obtenir leur consentement. Le seul moyen de prendre le contrôle d'une personne extrêmement puissante comme Ban repose sur 2 possibilités. Que l'individu accepte une influence étrangère puissante dans son corps, comme Meliodas absorbant les commandements ou Arthur dévorant Cat, ou que cette influence lui soit imposée lorsqu'il est incapable de résister, comme Cusack donnant les commandements à un Zeldris inconscient. Je ne vois pas comment un tel scénario pourrait réellement s'appliquer à Ban. Cependant, cela pourrait potentiellement concerner Lancelot, car il a déjà accepté une entité liée au chaos en buvant toute l'eau de la dimension du lac. La dame du lac a certes refusé de s'allier à Cat et n'a pas d'objectif précis, si ce n'est de s'échapper de sa prison aquatique. Il est donc peu probable qu'elle cherche à tuer Ban même en possédant Lancelot. La seule explication plausible serait une influence extérieure la corrompant, peut-être liée aux chevaliers prédestinés. Petit fait intéressant à noter, la prophétie des chevaliers prédestinés se déroule dans le même arc narratif que le flashback du lac, seulement 2 chapitres avant l'apparition de la dame du lac. Il n'est donc pas impossible que ces événements soient liés d'une manière ou d'une autre. Aussi, j'ai vraiment aimé le contraste autour de Ban. Avant, il était immortel. Il n'avait aucune crainte d'être transpercé, tranché ou pulvérisé. C'était littéralement le punching ball de tout le monde. Et aujourd'hui, il a perdu son immortalité, mais possède désormais encore tout aussi impassible, littéralement. Au final, Ban n'a pas tant perdu que ça en abandonnant l'immortalité. Il a échangé une régénération infinie contre un corps et une âme arrivés à leur apogée absolu. Même si globalement, les chapitres 222 et 223 des 4 cavaliers, non. Donc attendez un peu. Avec la longueur de cette vidéo, vous étiez vraiment sûr que j'allais faire un résumé pour juste littéralement m'ajouter plus de travail au montage? Non. Et donc voilà, on arrive enfin au bout de cette vidéo. Comme d'hab, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce que même si le montage est toujours aussi lent et parfois bien crevant, ça reste un vrai kiff pour moi d'écrire ces analyses, de décortiquer les chapitres et surtout de les partager avec vous. Si vous voulez soutenir le taf, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça
Ça aide énormément la chaîne, bien plus que vous ne l'imaginez. Surtout, laissez vos avis, théories et tout dans les commentaires. Entre Ban, la prophétie de Guenièvre, le contre-coup du destin et ce que Nakaba est clairement en train de préparer, il y a beaucoup trop de choses à débattre. Et j'ai vraiment envie de lire ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo et surtout restez bien attentifs parce que la suite s'annonce très lourde. Bonne continuation à toutes et à tous. Peace.